Nous sommes réunis ce matin dans le studio son du Théâtre de la Criée. C'est un nouveau studio son qui permet donc de réaliser un certain nombre d'émissions et d'entretiens comme celui d'aujourd'hui. Alors je suis avec Masha Makeyev qui dirige la Criée et notre invité est Stanislas Collodier qui est le conservateur du CIRVA. Mais la question qu'on voudrait d'abord vous poser, c'est... Qui êtes-vous, Stanislas Collodier ? Alors, bonjour. Donc le CIRVA, c'est le Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. Et donc c'est un lieu de création auquel on a associé cette idée de la recherche. Et je pense que toute création est issue d'une forme de recherche, en tout cas si elle est faite avec une forme de sincérité et d'engagement de la part de son créateur, je pense. Et donc effectivement, comme vous l'avez très bien dit, je suis conservateur du patrimoine. Ça, c'est ma formation. J'ai commencé à travailler dans un musée et aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté dans un lieu de création. Mais ce n'est pas, ça ne faisait pas forcément partie du cahier des charges d'avoir un conservateur en charge du CIRVA, même si dans les faits, dans l'histoire de cette institution atypique, enfin unique au monde, hein, ça, il faut le rappeler, ce lieu a été dirigé par des conservatrices. Voilà. Et vous pouvez nous expliquer en quoi il est unique au monde ? Alors, en quoi il est unique ? Déjà, il a un objet très précis, c'est une matière qui est le verre, et l'idée, c'est de mettre cette matière à la portée technique des artistes, c'est-à-dire de proposer aux artistes de faire des choses avec du verre. Quand le CIRVA a été créé dans les années 80, c'était quelque chose d'assez iconoclaste comme idée, parce que dans les années 80, le champ des arts, les artistes plasticiens regardaient très peu en direction des matières, et surtout des matières précieuses, et des savoir-faire. On était dans une période encore très marquée par l'art conceptuel, par les questions du process, le process avant l'objet, ou alors dans des logiques formelles, c'était notamment l'époque du bad painting, toutes ces choses-là, et donc de faire des choses belles avec le verre, c'était au secours, surtout pas. Donc ça, c'était un petit peu l'enjeu dans le contexte des années 80, qui a énormément évolué depuis, parce que ça, c'est toute l'histoire de la création n'est qu'une histoire cyclique et d'aller-retour aussi. Il y a en permanence des mouvements de balancier, et depuis une petite vingtaine d'années, il y a eu un certain revival des art and craft au sein des arts plastiques. Et aujourd'hui, quand vous allez visiter une exposition, il n'y a rien d'étonnant à être confronté à des objets qui sont souvent en matière céramique, textile et de plus en plus verre. Donc le CIRVA, qui était un pari et une folie dans les années 80, est en train de devenir un lieu conformiste, ce qui est évidemment menaçant pour le CIRVA. Il faut trouver d'autres raisons d'exister. Et je pense que la raison fondamentale qui justifie l'existence du CIRVA, c'est cette question de la recherche. Ce qui, puisque nous sommes un lieu de création qui travaille sur des temporalités qui sont des temporalités longues, nous ne sommes pas un lieu d'exposition. Et donc les artistes, lorsqu'ils sont invités, ils ne sont pas invités avec une date butoir, date à laquelle il faudra proposer à un public une exposition. Et donc ça ne se fait nulle part ailleurs dans le monde ? Non. Appliqué à d'autres matières, on peut trouver l'équivalent. Par exemple, est-ce que la manufacture de Sèvres est un lieu d'expérimentation pour la porcelaine ? Certainement. Pour le verre, avec une telle liberté et indépendance, oui, je répondrai non. Enfin, en tout cas, je serais curieux de connaître un autre lieu. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de résidences dédiées au verre qui se développent. Mais justement, le CIRVA, ce n'est pas un lieu de résidence, c'est un centre d'art. Et lorsqu'un artiste est invité au CIRVA, il n'est pas invité du 1er mars au 14 avril et
basta, en continu. Il n'est pas invité avec un budget de production extrêmement précis et passer 15 kilos de verre, on passe à l'artiste suivant. Et ça, cette liberté, cette forme de liberté qui est constitutive de l'histoire du CIRVA, qui est née au début des années 80 dans une période faste qui était les années Jack Lang, où il y avait beaucoup d'idées pour la culture, elle s'est maintenue dans l'identité du lieu. Et pour moi, c'est très important de préserver cette identité, mais de continuer à créer en sachant d'où on vient, mais évidemment en actualisant un petit peu le modèle parfois. Voilà. Mais vous disiez que le risque, c'était qu'en quelque sorte, le CIRVA marche trop bien, qu'il y ait une sorte de conformisme avec l'air du temps. Alors comment vous allez vous débrouiller pour subvertir tout ça? Quels sont vos projets de subversion? Je pense que la première forme de subversion, c'est d'inviter des artistes sans aucune obligation de rendu. Normalement, c'est le principe dans tout centre d'art et dans toute résidence. Mais évidemment, là, dans un lieu qui est un atelier attaché à une matière, la tentation de faire un objet est extrêmement forte. Et l'enjeu, c'est vraiment dans l'accompagnement, de faire comprendre aux artistes que avant l'objet, il y a peut-être quelque chose qui est encore plus important que l'objet, c'est la relation aux artisans qui travaillent au CIRVA. Parce que je n'ai pas encore parlé, mais c'est quand même le cœur de cet atelier. Ce sont les personnes qui y travaillent. Et évidemment, là, ça nous invite à réfléchir aussi à la question du théâtre. C'est que ce lieu aussi permet de faire le pont entre les arts plastiques et les arts de la scène. C'est la question de l'interprétation. Il y a des interprètes au CIRVA, qui sont les artisans, qui travaillent aux côtés des artistes. En fait, la question de l'interprétation, elle a toujours existé dans les arts plastiques. Mais là, il y a une forme d'évidence. Et en tout cas, voilà, l'idée, c'est de travailler cette forme, cette relation-là, c'est-à-dire les artistes invités sont accueillis dans une équipe, et dans une équipe qui est là pour comprendre le vocabulaire, la sensibilité de ces artistes. Moi, je dis souvent que mes collègues qui travaillent dans l'atelier, ils ont une double compétence, sont à la fois d'excellents techniciens, mais sont aussi des traducteurs, c'est-à-dire des personnes qui, toutes les semaines, parce que généralement, les artistes viennent travailler dans l'atelier pour des sessions de 1 à 2 semaines qui sont répétées au fil des années, ils sont capables de complètement de changer de style, en fait. C'est comme si c'était des excellents pasticheurs. Mais pastiche, c'est pas le bon terme, en fait, parce qu'il ne s'agit pas de faire un pastiche, il s'agit de participer au vocabulaire de l'artiste. Vous pouvez nous donner des exemples d'artistes accueillis et qui mettent en acte ce que vous nous présentez? Oui, par exemple, on travaille avec des plasticiens, mais aussi des designers. Je pense par exemple à Baptiste Méniel, qui est un jeune designer et qui est quelqu'un d'extrêmement précis et d'extrêmement méthodique, qui a utilisé des sections d'IPN. Donc les sections d'IPN, IPN, UPN, sont ces grandes poutres métalliques qui servent de structure, souvent, notamment dans les bâtiments industriels, dans les anciennes friches. Et donc, il articule différentes sections d'IPN pour créer des moules, et le verre est soufflé dans ces moules. Et à partir de là, l'IPN produit une forme, et cette forme a été associée à une fonction, qui est le vase. Et Baptiste est quelqu'un d'extrêmement exigeant sur les finitions, et qui va profiter de ce temps de travail pour aller le plus loin possible dans la réalisation d'un objet. Ce qui est un contexte de travail assez atypique pour un designer, parce que le designer, généralement, il travaille avec une chaîne de production industrielle, et là, il travaille dans un contexte artisanal. Donc, Baptiste Méniel, il y a cette forme-là de liberté. Au contraire, il y a des artistes qui vont s'exprimer une fois et qui vont ensuite laisser faire les souffleurs. Je prendrai un autre designer, peut-être en contrepoint, qui a le même âge, Grégory Granados. Alors Grégory, lui, il souhaitait s'effacer
derrière les souffleurs, et il leur a demandé de faire les formes les plus simples. Alors forcément, le souffle, ça produit toujours des formes ovoïdes, et donc à partir de ces formes, il s'est placé à un autre endroit du processus de travail. Il a cherché à découper ces formes simples et à les assembler. Donc c'est un travail, en fait, il a voulu faire un travail qui tenait, c'était une forme de récupération. C'est quelqu'un qui aime bien assembler des objets déjà existants, et donc là, forcément, d'être accueilli dans un atelier où on lui demande quels sont les objets qui doivent être produits, chez lui, ça produit une espèce de crise existentielle, parce qu'on lui demande de définir un objet, alors que lui, il aime travailler avec l'existant. Donc, ce sont des manières de faire tout à fait différentes. Qui d'autres quels seraient les autres artistes que je pourrais vous citer? Moi, il y a une personne que j'aime beaucoup aussi, c'est Tamar Hirschfeld, qui est une plasticienne israélienne. Et alors elle, ce qui m'a tout de suite fasciné chez elle, et c'était la raison pour laquelle je l'ai invitée à venir au CIRVA, c'était sa capacité à faire feu de tout bois et à créer avec n'importe quel matériau. J'avais vu une exposition d'elle à Tel Aviv où elle avait récupéré une benne d'objets récoltés par des bédouins qu'elle avait ensuite enduit de plâtre, peint, mais il y avait également la possibilité de mettre des lunettes de réalité augmentée et d'entrer dans un film complètement immersif qui avait été réalisé au Fresnoy. Et puis pour consulter ce film, on devait rentrer dans une grotte qui était faite de photographies agrafées les unes avec les autres. Et donc on voyait toute cette complexité d'un personnage comme ça, avec une énergie exceptionnelle. Et on a retrouvé ça dans l'atelier, c'est-à-dire qu'on travaille avec elle, et elle s'est intéressée finalement à toutes les applications possibles du verre. Donc il y a plusieurs artisans dans l'atelier, et lorsqu'elle est là, personne n'est laissé de côté. Tout le monde a un petit projet, et elle fait faire énormément de choses à tout le monde, et elle travaille en même temps. Parce qu'il y a aussi des artistes qui vont vraiment plutôt proposer un dessin qui va se préciser en fonction que les choses se font. Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre la main à la pâte. Ça, rien n'est formaté. Ça, c'est vraiment le principe du CIRVA. Et moi, il m'a permis de comprendre beaucoup de choses, déjà, ce lieu, notamment par rapport à la notion de recherche. Ce que j'ai compris, quelle est la différence entre recherche et production en art plastique. C'est très important, cette différence-là. Production, c'est lorsque vous définissez un objet, vous faites un dessin ou un plan, vous le confiez à quelqu'un et vous n'intervenez plus. Recherche, c'est lorsque conception et réalisation vont de pair. Et en même temps que quelque chose se fait, elle se conçoit ou elle s'adapte. Et ça, c'est vraiment la chose qui est exceptionnelle au CIRVA, c'est que les artistes ne sont pas invités sur la base d'un projet précis, et ils sont invités à rater, réessayer, changer d'avis, adapter, préciser. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Donc vous insistez beaucoup sur la dimension recherche et pas simplement d'être un lieu de ressources. Non, ce n'est pas un lieu de ressources. Et ça explique que le CIRVA soit un centre d'art principalement subventionné, puisque la recherche, ça coûte cher, puisqu'on met à disposition des moyens, et derrière, il n'y a pas de résultat visible. Mais le vrai résultat, il est d'abord intérieur, je pense. C'est que pour tous les artistes invités au CIRVA, c'est une aventure bouleversante, parce que tout d'un coup, ils découvrent un matériau qui leur résiste, qui est le verre. Le verre, c'est extrêmement complexe, beaucoup plus que cela n'y paraît. Et il y a une forme de frustration dans le verre, parce que
tout paraît extrêmement instantané, notamment quand on regarde le verre soufflé. Et en fait, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup d'étapes. Et donc, c'est tout d'abord d'entrer en contact avec cette matière, d'entrer en contact avec ces personnes. Et la recherche, elle est là. Elle est dans repartir de zéro, en fait, à partir d'un contexte de travail inédit pour eux. Est-ce que vous voulez dire que le verre comme matière, ça ouvre justement à la recherche, à la dimension de... Ça ne va peut-être pas prendre la forme prévue, voulue, etc. C'est ça que vous essayez de pointer ? En tout cas, la complexité de cette matière l'oriente vers la recherche. Oui, enfin, je pense que c'est évident. Ouais. Et cette dimension de recherche, elle était présente quand vous êtes arrivé au CIRVA, dès le départ. Oui, parce que le R de CIRVA, c'est recherche. Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. Ouais. Quand vous entendez Stanislas Bachamakeïev présenter ainsi le CIRVA, comment ça résonne pour vous ? Moi, j'écoute beaucoup et c'est pour ça que je ne suis pas du tout intervenue, parce que cette approche qu'a Stanislas Kolodien de ce lieu, au fond, de ce laboratoire, est complètement, ouvert. C'est-à-dire que ça s'approche du matériau lui-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce CIRVA, tel qu'il le voit, et comme le verre lui-même, c'est-à-dire comme le matériau qu'on y travaille, c'est-à-dire basé sur une espèce de métamorphose, d'attente, où à la fois les compétences, et les compétences de l'autre aussi, parce que l'artiste est confronté à demander au souffleur, à celui ou à celle qui est là, il ne peut pas avoir tout de suite accès au matériau lui-même. Il y a une espèce d'attente aussi, il passe par la confiance de l'autre, un peu comme au théâtre, on ne fait jamais rien seul. Et en même temps, ce message de métamorphose, c'est à proprement parler celui aussi du geste artistique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'ultra-compétence et en même temps des phénomènes de hasard. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il nous parle de ça, parce que moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai vu le CIRVA à plusieurs reprises, c'est évidemment l'objet de la perfection, l'objet de la compétence, du geste artistique accompli, mais j'aime aussi presque autant les étapes et j'allais dire, les sublimes ratages que cela produit, précisément parce qu'il y a la liberté de la recherche, précisément parce que moi, ce que j'appelle au théâtre la préméditation, il y a l'équivalent au CIRVA, dans cet état de latence dans lequel l'artiste peut se poser pour réfléchir, pour ressentir, et pour que l'objet émerge, ou l'objet, ou autre chose qu'un objet, peut-être qu'il n'y a qu'une rêverie après tout, mais que tout ça participe de l'histoire de ce lieu, de l'histoire du travail sur le verre, et que la pensée aussi, chez les artistes, c'est très très important, l'état de latence, de la réflexion. Il n'y a pas que l'action dans le geste artistique. Et que Stanislas lui laisse cette place-là précisément. Je réagis comme artiste, je trouve que c'est formidablement intelligent. Parce que très souvent, on est poussé à l'action. Nous, au théâtre, on a des échéances comme ça, très, très terribles. Le jour de la première, ils sont là devant nous, il faut rendre sa copie. Et tout d'un coup, avoir le temps de la préméditation, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup en amont, c'est pour avoir justement ce temps de latence. Et là, que le CIRVA le propose aux artistes. Et du coup, ça échappe aussi à des injonctions du design, des injonctions de tu es un designer, tu es une... Voilà. Tu dois faire un vase, toute chose que moi j'appréhendais les premières fois que je suis venue au CIRVA, où je me suis dit, ils doivent passer des commandes, et puis débrouille-toi ma grande, débrouille-toi mon grand, puis tu ponds ton truc. Pas du tout. Il y a une espèce de temps artistique magnifique, de préméditation que j'aime infiniment. Et puis, c'est un lieu de métamorphose, dans tous les sens du terme, métamorphose de la réflexion, métamorphose du geste, métamorphose du matériau, et voilà, et que le sable, enfin moi je suis comme une enfant, hein, que le sable devienne de la lumière, c'est fascinant, et que sans arrêt il bouge aussi avec le temps. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'évoluer, le verre. Donc, si ça c'est pas l'histoire de l'art, c'est quoi ? Enfin,
Donc ça me fascine beaucoup. Après, moi, si vous me permettez de poser une question à Stanislas, c'est qu'une question, enfin un questionnement que nous partageons, c'est l'idée de comment dire, de la liberté qui est donnée à l'artiste la liberté qui est donnée face à quand même deux grands thèmes qui sont le souffle et la matrice. Moi, c'est ça qui me fascine aussi au Sirva. Et je pense que voilà, j'aimerais l'entendre, comment il appréhende l'idée de cet art qui est l'art qui prend en compte notre souffle et le souffle humain. Alors, inutile de vous dire qu'il y a une mystique pour moi derrière tout ça, mais aussi une matrice, donc quelque chose d'un peu utérin, c'est-à-dire que si on ne fait pas de moule, on ne fait pas de verre. Enfin, il y a quelque chose d'une forme qui s'accomplit aussi dans cette attente, aussi dans cette latence. C'est pour ça que je suis depuis le premier jour très attirée par ce lieu-là, parce qu'il nous indique dans le champ artistique quelque chose d'incompressible. Voilà. Il y a la matrice, il faut le temps de faire la chose. Stanislas Collodier. Alors effectivement, cette question de la métamorphose, elle est très juste, et effectivement le verre, ça convoque tout de suite l'univers de l'alchimie, puisque c'est ce matériau qui passe du chaud, mais au sens matière en fusion, 1150 degrés dans le creuset, 530 au bout de la canne, au froid. Et du passage du chaud au froid, et du liquide, ou du moins visqueux, au solide. Enfin, je préférerais dire du liquide au solide, puisqu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre, et le verre est visqueux, quoi qu'il arrive, en fait. Mais après, c'est une question de viscosité en fonction de chaud ou froid. Donc tout ça, voilà, il y a quelque chose de très mystérieux, très alchimique. Et évidemment, moi, ça me fait beaucoup penser au personnage de Joseph Beuys, le verre. Beuys n'a jamais travaillé avec le verre, mais c'est donc un artiste contemporain de la scène années 60, 70, 80, et puis il meurt assez jeune. Et Beuys, c'était un artiste qui avait un côté assez mystique, chaman, on disait souvent, et qui a travaillé des matières comme ça qui changeaient d'état. Le miel, la graisse, et vraiment à la pierre angulaire entre la matière et le concept. Et je pense que voilà, le Sirva intervient vraiment dans cette réconciliation qui intervient en fait juste après le moment conceptuel, presque de manière parallèle. Et ça c'est la leçon de Beuys. La matrice, effectivement, je pense que pour beaucoup d'artistes, le verre les invite à penser autrement, puisque pour le verre soufflé, c'est quelque chose que j'ai compris en observant, l'abscisse et l'ordonnée un petit peu des souffleurs, c'est d'une part la gravité, puisque en fait le verre est attiré par la gravité, puisqu'il est visqueux, il peut couler. Donc en fait toutes les pièces sont mises en rotation au bout de la canne, et si vous interrompez cette rotation, eh bien, vous pouvez infléchir le sens de la pièce. Donc il y a une partie qui est du travail qui joue avec la gravité, puis il y a une autre partie qui est la chaleur, puisqu'en fait j'ai compris que les souffleurs ont une analyse thermique des pièces qui sont en train de souffler, et ils savent pertinemment qu'il y a des endroits plus chauds que d'autres, et on peut chauffer localement avec un chalumeau. Et si vous chauffez une pièce à un endroit précis et que vous soufflez, eh bien, il va y avoir comme une excroissance. Cet endroit va se développer plus vite que les autres. Donc tout d'un coup, voilà, on pense avec d'autres critères, gravité, chaleur. Et puis par ailleurs, effectivement, la question du souffle, le souffle produit une forme sphérique, ovoïde,
Et moi, je pense que là, il y a une vraie révolution plastique, parce que la société occidentale, c'est une société orthonormée, depuis l'Empire romain jusqu'à New York. Enfin, c'est un peu classique, mais voilà, c'est ça. Et c'est Mondrian, c'est toute cette histoire-là. Et là, tout d'un coup, la matrice, en fait, c'est une sphère qui n'est pas forcément parfaitement régulière, et ça change complètement la manière de penser. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a cette chose-là, elle est aussi atypique. Les choses ne rentrent pas dans une boîte, en fait. Mais qu'est-ce que ça bouge par rapport à la façon orthonormée de penser? Parce qu'il y a la forme ovoïde, et puis il y a le vide même à partir de laquelle Exactement. Elle se constitue. Tout à fait. Mais c'est aussi ça. C'est tout d'un coup travailler avec un espace, travailler avec le creux, et puis aussi ce qui nous rapproche à travers le théâtre, c'est travailler avec la lumière. Puisque le verre, en fait, il interagit forcément avec son environnement. Et c'est là où c'est un matériau, à mon avis aussi, si on se place dans la perspective de l'histoire de l'art, c'est un matériau éminemment contemporain, parce que l'histoire de l'art contemporain telle qu'elle se construit depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours, c'est la prise en compte du spectateur, et c'est la fin de l'autonomie de l'œuvre d'art. Et voilà, c'est Duchamp, c'est le regardeur qui fait l'œuvre d'art, et ce sont les artistes minimalistes qui intègrent une approche phénoménologique des pièces, où tout d'un coup, ces pièces se développent dans l'espace et dans le temps. Et le verre qui entraîne ce double mouvement de transparence, donc au-delà, et de réflexion, donc au-devant, il interagit en permanence avec son environnement. Et ça, c'est quelque chose... évidemment, ce sont aussi d'autres dimensions qui sont prises en compte par les artistes. Mais pour Duchamp, l'une de ses œuvres les plus célèbres, c'est justement le grand verre. Exactement. Et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve incroyable. Alors, c'était pas prévu, mais je veux bien faire un peu de psychanalyse. C'est peut-être un père castrateur à ce niveau-là, Duchamp. C'est-à-dire que, en faisant le grand verre, il a fait peut-être cette œuvre est peut-être l'œuvre la plus importante du XXe siècle et de la modernité. Et c'est comme si c'était la politique de la terre brûlée, et que pendant en fait des décennies, les artistes ont complètement laissé ce matériau de côté, parce que, mais bon, c'est un peu refaire l'histoire, parce qu'en fait le grand verre est resté quand même inconnu et caché pendant quelques décennies avant d'être livré au public. Mais il y a effectivement quelque chose d'énigmatique de se dire qu'une des œuvres les plus importantes d'un des artistes les plus importants du XXe siècle soit en verre, alors que les exemples de travail avec le verre au XXe siècle sont peu nombreux. Oui, chez Duchamp, il y a quand même le désir absolu de la frustration de plusieurs générations d'artistes, en disant, voilà, une fois que j'ai posé ça, mes gars, mes filles, libre à vous d'essayer d'imaginer le monde autrement, mais il y a quand même une volonté, oui, au moins castratrice, sinon, voilà, de casser l'élan de l'autre, quand même. Et donc de dominer aussi, d'une certaine façon. Alors, moi, dans ce que tu as dit, Stanislas, il y a deux choses aussi sur lesquelles moi j'aimerais beaucoup qu'on puisse t'entendre. C'est évidemment la lumière, tu as commencé à en parler, et ces deux lieux qui rapprochent le théâtre et la production de l'œuvre de verre. Et surtout, quelque chose aussi que tu as évoqué, qui est, pour moi, alors là j'ai un peu une position un peu critique par rapport à l'art dit contemporain. C'est un concept en lui-même totalement, vraiment contestable. Il veut rien dire et tout dire, mais c'est souvent dans les lieux dits d'art contemporain un déficit de récit. Moi, j'avoue que même si je peux admirer tel geste, puis tel geste, puis tel geste, je m'ennuie quand il n'y a pas de récit. Et il me semble que en évoquant la lumière, on évoque immédiatement le récit que l'on peut proposer à l'œuvre de verre. Et je pense que précisément en se déplaçant, parce que je crois beaucoup à ça d'une façon générale, dans les œuvres et dans la présentation des œuvres, en se déplaçant d'un lieu à l'autre, en venant être accueilli par une autre discipline ou le lieu d'une autre discipline, dans ce déplacement et ce décalage, on peut trouver le récit.
Et c'est pour ça que j'aimerais bien t'entendre là-dessus, et c'est pour ça aussi qu'après on pourra, si vous le voulez bien, parler de ce que l'on va inventer ensemble, précisément le vers et le théâtre. Et ce geste-là de métamorphose, dans ce qui pour moi aussi est un geste de métamorphose, qui est le théâtre. Que le théâtre peut proposer dans la façon d'accueillir le geste artistique du vers. Stanislas Collodier, sur le récit. Alors, sur le récit en art contemporain, moi, je suis un peu partagé, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de récits dans les productions des artistes, mais peut-être qu'ils ne sont pas toujours lisibles. Ça, c'est une autre question, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même, beaucoup d'œuvres sont traversées par des récits. En tout cas, ils sont à l'origine de la démarche et de la volonté de création des artistes. Mais je pense bêtement au public, moi. Ah oui, voilà. mais... Je suis toujours dans ce désir-là de proposer les choses au plus grand nombre. Après, par rapport à la question du récit, ça c'est une question, à mon avis, qui est intéressante avec le projet qu'on va proposer à la Criée. C'est qu'il y a eu aussi peut-être un dispositif au bout duquel on est arrivé dans la présentation et dans la monstration d'œuvres contemporaines, qui est le fameux White Cube, cet espace toujours avec des angles droits, souvent, on y revient, blanc, voilà, avec une lumière qui est souvent une lumière d'hôpital, faut dire ce qui est, avec quand même des néons assez violents. Et ça, forcément, ça lisse énormément les productions des artistes. C'est l'idée que l'espace ne compte pour rien. Voilà, c'est la volonté d'abstraire, voilà, l'espace. Et justement, en fait, c'est une idée moderne. Le White Cube fonctionne avec l'œuvre d'art qui est une œuvre autonome. Et je pense que c'est aussi pour ça que souvent, en fait, ce qui se passe peut-être aussi dans la création contemporaine, ça se passe en dehors, finalement, de ces White Cubes. Et c'est pour ça que ça devient plus imperceptible pour le grand public, parce que ça va se passer en dehors, et ça va être des démarches qui sont souvent des démarches presque sociales, un travail avec des communautés, des aventures humaines, mais qui, du coup, dont la restitution est parfois en fait décevante par rapport à la qualité du projet. Voilà. Et la Criée n'étant pas voilà. un cube blanc, oui. qui est un lieu de récit, quel est votre projet alors de rencontre entre le Cierva et... Oui, moi j'aime beaucoup ce que dit ça, c'est parce que je pense... L'évocation de Joseph Beuys, par exemple, ou de l'Arte Povera, c'est-à-dire c'est des gens qui ont mis une espèce de chaos, de désordre dans leur geste artistique, de chaos mystique, justement pour dire, voilà, vos murs blancs, etc., d'accord, mais nous, il y a un récit, il y a quelque chose qui s'impose qui en passait par une espèce de désordre presque divin, comme ça, et en même temps totalement organique. Voilà, l'organique et le mystique, c'est vraiment voilà, des lieux du récit que je trouve que dans le théâtre, a été beaucoup trop éloigné. Hein, et je pense que nous, au théâtre, on a vraiment tout à fait intérêt, et j'aime bien ce mot intérêt parce que c'est faire plus, c'est s'enrichir justement des arts plastiques et de la démarche de l'artiste plastique aussi, de regarder ce temps-là qui n'est pas du tout le temps du théâtre et de s'en enrichir et ça c'est très important. Donc ce qu'on va proposer, ce qu'on va proposer, j'y viens mais c'était important de le placer dans cette réflexion-là et de pas dire que c'est un coup comme ça, viens donc à la maison, pose tes trucs, ah oui, le Cierva, c'est à 2 encablures, ouais, bah, c'est bien, on va montrer ça. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui a pris du temps, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup de savoir-faire, parce que c'est inédit. Et bien sûr, à la Criée, nous avons montré des œuvres accomplies du Cierva depuis plusieurs années. Et à chaque fois, pour le public, c'est la part gratuite de la Criée, le public a été en contact avec des œuvres vraiment qui ont fait leur effet.
Et ils se sont dit, bon Dieu, mais là, le verre, ça peut être si beau, ça peut être vraiment... C'est pas que pratique, c'est pas que des objets de la vie courante, ça vient de la nuit des temps, et oui, il y a une alchimie de cette transformation. Mais là, cette fois-ci, on va vraiment mettre en scène ce récit de la métamorphose en partant de choses extrêmement sensorielles. Le son, la lumière, le matériau lui-même. Et justement, on va essayer de travailler un récit. Alors bien sûr, on va expliquer, avant d'entrer dans le petit théâtre qu'on va mettre à disposition, on va bien sûr expliquer ce qu'est le CIRVA et ce que c'est que la démarche de cette institution, de ce lieu, de cet atelier et des artistes qui le traversent. Mais une fois dedans, c'est autre chose qu'on va proposer. C'est quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, de la sensation, et c'est ça que l'on veut réussir. Et pour ça, il faut être très à l'écoute de l'autre. Enfin, et il y a un mystère du verre, et de cette métamorphose-là précisément, qui a à voir aussi, et qui doit éclairer le théâtre. Et éclairer dans un théâtre notre propre démarche, nous, de gens de théâtre et d'acteurs. Donc, pour moi, je suis sur le seuil de quelque chose que je ne connais pas. Et construire ce récit va être aussi un objet de connaissance pour le public, mais aussi pour nous, les artistes dans ce théâtre. Donc je suis très, très excitée et à la fois très, très émue de cette démarche-là, que l'on ne prend pas du tout comme... voilà, on va vous poser des choses, nous on sait les éclairer, on sait mettre un peu de son dans la salle et puis allons-y, mais voilà, non, pas du tout. Il va se passer quelque chose d'assez inédit. Effectivement, voilà, l'intuition, c'était de se dire qu'on allait fouiller dans les archives du CIRVA, où on conserve beaucoup d'objets, d'essais, de traces de la recherche, de ces processus, plus ou moins aboutis, qui sont déjà des récits en soi, et des étapes de création. Et l'idée, voilà, c'est une scène, c'est le lieu où les choses sont actées, sont performées, et l'atelier aussi. Et tout d'un coup, si on met sur scène ces objets, on va leur donner une qualité de présence qui est exceptionnelle. Et ça, moi, c'est une chose dont je suis parfois un peu jaloux vis-à-vis du spectacle vivant, c'est que aujourd'hui, il y a une consommation de l'exposition par le téléphone portable. Et aujourd'hui, les objets qui sont censés être appréciés justement dans un temps et dans un espace sont filtrés par un écran. Et lorsque vous allez au théâtre, il y a cette convention qui n'existe pas dans les musées, qui est que le téléphone portable est éteint, rangé. C'est rappelé au début de chaque représentation, mais c'est respecté. C'est pas respecté par la contrainte, c'est respecté parce que je pense que quand on s'assoit dans le fauteuil d'un théâtre, on accepte, il y a une espèce de pacte, et on accepte d'être embarqué dans un récit, dans une histoire, et on s'oublie. Souvent, moi, je veux bien le confesser, mais c'est un grand plaisir. Ça m'arrive souvent d'entrer dans une espèce de demi-sommeil au théâtre, parce qu'on est dans un état de relâchement total. Et il y a quelque chose de très intense qui se joue au théâtre. Dans l'exposition, il n'y a pas forcément la même chose. Et là, l'idée, c'est de profiter aussi de cet espace pour reposer un certain nombre de questions face à ces objets. Ça, moi, j'aimerais bien si on pouvait écrire à l'entrée de l'espace où on installera ces objets, voilà, conserver les téléphones éteints, non pas. Mais je pense que ça serait très, très important parce que, voilà, face au théâtre, on est face à un vrai choix. Tout spectateur doit en permanence faire des choix face au texte qui est lu et mis en scène. Et aujourd'hui, souvent, quand on est dans une exposition, il n'y a plus ce choix. Le seul choix, c'est de photographier les œuvres. Et c'est à tous les niveaux. Enfin, moi aussi, je suis victime parfois de ce comportement, parce que parfois, justement, on n'a pas le temps.
et on se dit je vais photographier, je regarderai quand je rentre chez moi. En fait, on ne regarde pas. On archive comme ça une espèce de peur de rater quelque chose. On archive, mais on n'est plus là. Quand on est au théâtre, on accepte qu'on va être là pendant la durée de la représentation. C'est pour ça que, juste avant de nous réunir, là, on échangeait sur... Je disais à Stanislas, je lui proposais qu'on ait vraiment des séquences, précisément pour rattraper ce temps-là, comme le temps théâtral. C'est-à-dire qu'on accepte d'aller d'un point à un autre. On accepte de se consumer en même temps que l'œuvre. On est dans le même temps et on est contraint comme ça. Et on va pas... on va pas flirter avec l'œuvre. On est là, et la séquence, c'est du début à la fin. Et je pense que ça donne une capacité de réception et là aussi un échange un peu alchimique entre ce que l'on montre et ce que l'on ressent. Et c'est aussi là que peut se développer l'imaginaire du spectateur. Parce que ce qui est terrible, c'est justement de capturer les images, de les mettre dans notre portable et de se dire oui, j'y étais, je l'ai fait. Je l'ai fait comme on fait des voyages, on fait le Pérou, et là on a fait l'expo. Et ça, nous, on va essayer de travailler sur autre chose. Et c'est ce que peut apporter le théâtre qui vous dit, voilà, il y a injonction à rester là. Hein, vous restez. Évidemment, on peut sortir de ce spectacle, mais quand même, on accepte, il y a le pacte, comme tu dis, Stanislas, il y a le pacte d'être là pendant l'heure et demie, les 2 heures. Et bien là, on va faire des séquences bien sûr plus courtes, parce que ça va être une expérience plastique, mais ça, c'est très très important de le vivre vraiment, de se consumer vraiment et de sentir que notre temps se consume pour de vrai, et pas d'engranger de pas l'avoir fait. Voilà. Je trouve que ce consumérisme de l'objet du coup culturel et pas du tout de l'expérience artistique est terrible aujourd'hui. Et c'est un substitut, c'est une espèce de clonage qui nous abîme d'une certaine façon. Voilà, donc je pense que dans ce rapprochement, ce déplacement, il va y avoir... une vraie expérience inédite, et c'est ce que je souhaite en tout cas. Parce qu'au fond, l'expérience de l'exposition, c'est un espace très peu contraignant. Une fois que le billet a été pris, l'usage est laissé pour chacun comme il entend. Mais c'est au prix souvent du récit lui-même. C'est-à-dire que vous disiez que dans le théâtre, on est obligé d'éteindre son téléphone portable, mais il est aussi interdit de photographier et de filmer. Oui, tout à fait. Et il y a une contrainte qui, au fond, est propice à la construction du récit. Alors que souvent, dans les expositions, ça tient moins aux œuvres exposées qu'au principe même du donner à voir, que le spectateur ne prend pas forcément le temps du récit. Il y a une sorte de... On photographie, on va vite, ou... Et ça me paraît important de le toucher, de le bouger. Mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude aussi quand on a peur de ne pas être entré suffisamment en contact avec un tableau, donc on le photographie et on a l'impression d'emporter quelque chose, mais on n'emporte rien du tout de l'expérience. On emporte une archive qu'on peut trouver. L'expérience nécessite un temps. Ah oui, absolument. Mais vous savez... je fais une allusion à une expérience que j'avais moi quand j'étais adolescente et jeune adulte, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas revoir un film comme en rentrant chez soi, en mettant un DVD, une cassette ou quoi que ce soit, ou en regardant sur Internet. Et donc on regardait les films, on restait à 3 séances parce qu'on savait qu'une fois qu'on avait vu un Godard, il fallait l'avoir absorbé complètement, plan après plan, séquence après séquence, les gestes et tout, parce qu'on n'allait plus le revoir pendant longtemps. Il n'était pas à disposition. Et le théâtre convoque encore ce côté-là, c'est-à-dire quelque chose d'assez archaïque avec, comme pour un rituel. Voilà, c'est-à-dire que le théâtre n'est pas à disposition, même si on fait des captations, des choses comme ça, tant mieux, mais c'est des traces, on sait très bien que ce sont des traces et on les prend comme telles. Mais voilà, et je pense que dans la fusion, et c'est le mot, dans la fusion entre l'expérience du Cirva et d'un théâtre, ça peut aller vers cette communion-là. C'est-à-dire,
ça sera pas à disposition, ça va être ici, là, maintenant, et pour toujours. Et vous allez le recevoir dans votre corps d'une façon très organique. Voilà. Et après, les traces, c'est vous qui les portez. Vous êtes la trace de la chose artistique. Et vous n'avez pas forcément votre collection d'images. Et Dieu sait que, bon, moi, j'aime bien les images, mais j'aimais bien la boîte qu'on avait avec nos images. Et quand on était enfant, très souvent comme premier jeu dans la vie. Mais on l'avait dans la main quand même. Hein. Et vous avez un titre et une date pour ce projet Sirva Crié? Oui. C'est Feu Sacré. Feu Sacré. Au singulier ou au pluriel. Et on va le mettre en place fin mai pour le proposer au public le 1er juin. Jusqu'au 12. Voilà. Et il y aura du son. Alors, si tu veux bien en parler, oui. Oui, puisqu'on est dans la création, hein, c'est vraiment le sujet. L'idée aussi, ça a été d'investir les différentes dimensions du théâtre. Et là, il n'y a pas de texte cette fois-là. Et donc, il y a une création sonore qui a été réalisée par une radio qui s'appelle la radio Du. Alors, le D est précédé d'un astérisque. Et ensuite, c'est 3 U. Unité radiophonique mobile, c'est le sous-titre Du. Et Du, c'est une radio qui a été fondée par des artistes plasticiens pour parler justement de création. Il y avait un petit peu cette idée de les artistes parlent aux artistes, et puis au fur et à mesure que les activités sont développées, cette radio s'est mise à avoir de nombreux correspondants, et le Sirva fait partie de ces correspondants, toujours pour raconter des expériences de création. Et là, dans le contexte de l'exposition, on a proposé à une des membres de la radio, qui est aussi compositrice en musique contemporaine, de venir au Sirva capter des bruits, et puis à partir de ça, de réaliser une bande-son pour l'exposition. Donc le contexte était annoncé, voilà, c'est pour le théâtre une espèce de carte blanche qui a vocation aussi à se fondre avec des objets et des images aussi, puisqu'il y a aussi une des prises de vue avec la caméra dans l'atelier pour diffuser des images filmées au théâtre. Cette rencontre entre le Sirva et la Criée sera d'autant plus importante que vous n'êtes pas au Sirva un lieu d'exposition. Non. Et que vous êtes pourtant au cœur de Marseille. Oui. Et donc là, c'est une façon hors les murs, de renseigner sur la recherche et les pratiques qui se font dans le Sirva. Voilà, ça c'est vraiment un peu le socle, je pense, de la pensée du Sirva hors les murs, c'est que puisque le Sirva est un lieu d'expérimentation dans ses murs, lorsqu'on apparaît au grand jour, il faut rester toujours dans une forme de création et d'expérimentation. Et ça peut prendre des formes extrêmement différentes, mais il faut toujours essayer de jouer cette carte-là. L'été dernier, lorsqu'on a proposé l'exposition Souffle au Château Borelli, avec les 2 co-commissaires Marie-Josée Linou et Anna Millers, il y a eu l'idée déjà que la scénographie soit une forme de création, puisqu'elle a été pensée par François Chansor, qui est architecte d'intérieur. Et aussi, il y avait l'idée d'associer les designers à la présentation des pièces qu'ils avaient réalisées au Sirva. Et on a fait des interviews pour leur dire c'est quoi la meilleure manière de présenter votre objet pour raconter l'histoire de cet objet au public. Et beaucoup des designers étaient assez déstabilisés. Ils disaient, mais c'est la première fois que d'habitude, on prend mon objet, on le montre et je ne suis pas consulté avant. Et là, c'était important de faire comme ça pour faire parler les objets. Et ce n'est pas un protocole systématique, mais à chaque fois, voilà, il y a l'idée de peut-être travailler un petit peu autrement, quoi. Macha, par rapport à ce projet? Ce projet, pour moi, je ne sais pas, je le trouve assez naturel et la Criée depuis 10-11 ans maintenant, c'est toujours ouvert à ces expériences-là. Et je me rappelle un des premiers lieux que j'ai vu quand je préparais le projet pour la Criée, donc il y a 11 ans,
c'était d'avoir découvert le Sirva. Et je me suis dit, mais bon sang, tous ces trésors-là, il faudra quand même faire un lien entre j'ai trouvé ça fascinant et je trouvais que Marseille ne le disait pas assez et surtout que le grand public ignorait tout ça et qu'il suffisait de faire une boucle comme ça juste avant de mettre les belles œuvres dans les caisses pour partir à l'autre bout du monde, qu'on puisse nous les montrer. Ces rencontres, pour certains de nos spectateurs, spectatrices qui peuvent paraître hasardeuses, sont parmi les plus belles. Moi, j'aime beaucoup les premières fois. Et donc, je pense que beaucoup de spectateurs, spectatrices, et nous, on a beaucoup de jeunes aussi, on a 35-40% du public qui est jeune, et ils vont découvrir le verre et l'alchimie du verre et s'ouvrir à un univers incroyable pour la première fois. Ils vont le ressentir d'une autre façon. Et voilà, moi, c'est un peu la démarche et le projet de la Criée. Et puis, j'aime beaucoup accueillir les autres disciplines et l'intelligence des autres et l'approche des autres artistes et de ceux qui suscitent l'art aussi. Parce que la pensée de ceux qui suscitent l'art nous accompagne beaucoup et on a besoin d'eux, et surtout dans les théâtres. Et en vous écoutant, et à propos du verre, à propos de cette tension dont vous parlez entre création, force de l'objet et au fond sa fragilité, il y a une œuvre qui me revient d'un artiste Kermarek qui a enseigné pendant longtemps à l'école des Beaux-Arts à Lumini et qui avait construit un marteau en verre dont aussi bien le manche que la partie qui généralement est en métal dur était en verre, les deux parties étant liées sommairement par une sorte de ciment pour faire tenir, et à la fois c'était un marteau, et dont on sait pertinemment que si on l'utilise, il se brise. Et je trouve que là, cet objet était presque paradigmatique de ce dont on parle, non pas qu'il l'illustre, mais qui quelque part fait surgir la force d'une matière, d'un matériau, et en même temps sa fragilité, ouvrant à tous les récits un marteau qui ne sert pas à planter des clous, mais si on le fait, il se brise, et en même temps, il était puissant dans sa matérialité, même déposée. Et si on évoque des artistes, par exemple, on a eu l'expérience avec Christian Séby, avec l'œuvre qu'il a conçue. Christian Séby, c'est un compositeur et un chercheur de son aussi, avec lequel on a collaboré plusieurs fois, et qui est directeur du GMEM à Marseille. Et il a conçu une œuvre avec le Sirva, et formidable. Et là aussi, c'était déjà une œuvre spectaculaire, puisqu'elle produit du son. Oui, effectivement, Christian a imaginé ce qu'il appelle un paysage de propagation, et donc c'est beaucoup de modules en verre qui sont producteurs et émetteurs de sons. Donc il y a tout ce travail de capter les sons du verre frappé par des petits marteaux, et puis parfois de restituer ces sons de manière numérique dans un autre contenant en verre. Et il crée comme ça une espèce de grand orchestre. Christian, il parle souvent des orchestres balinés, et c'est vrai que c'est un instrument assez exceptionnel qui a été réalisé avec le concours du Sirva, et puis aussi d'autres acteurs, parce que c'est vraiment une œuvre totale, qui fait intervenir un tas de savoir-faire. Voilà, et je trouve cette œuvre particulièrement éloquente sur le lien qu'on peut produire entre le Sirva et le théâtre, et la musique, parce qu'il est venu au cœur d'un festival de musique contemporaine. Mais du coup, c'était très jouissif, parce qu'on reproche souvent à la musique contemporaine qui serait austère, difficile, insondable. Pas du tout, parce que là, c'était le plaisir de tous les sens. Donc voilà, c'est ces inventions-là vers lesquelles on veut aller pour justement que le public puisse y trouver son compte en termes aussi de jouissance. Parce que moi, je crois que l'œuvre d'art est aussi, bien sûr, une réflexion et bien sûr une expérience. Tout ce qu'on veut, mais c'est aussi une jouissance. Mais à propos de cette jouissance, les archéologues, évidemment, se demandent comment on prononçait le babylonien ancien, celui de Babylone. Et ils ont trouvé la possibilité, à partir des poteries,
qui enregistrait donc les sons, essayait par des systèmes de voir s'il pouvait accrocher quelques sons de la prononciation de ceux qui étaient en train de faire ces poteries à Babylone, et ça leur a donné des éléments de prononciation et de son absolument extraordinaires. Donc on voit ce moment presque d'aller retrouver Babylone, dont certains se demandent encore si c'est pas un mythe, mais Babylone est un mythe, mais aussi c'est une ville, etc. Et le babylonien, d'écriture cunéiforme qu'on n'arrive pas très difficilement à lire et ensuite à savoir comment ça se prononçait, il fallait que justement il y ait ces artisans qui parlaient en même temps qu'ils faisaient leurs objets, non pas en verre, mais avec de la terre, etc. Donc on voit cette dimension mythique qui apparaît. Peu importe, je pense, que ça soit effectif ou pas, l'idée est très belle. Et souvent, c'est quand même ça aussi qu'on cherche. Enfin, le récit, il est là aussi, il est dans la mystification. Et moi, tout à l'heure, quand on parlait aussi de ces questions de contrat du spectateur, qui est là pour un temps donné, moi, ça me faisait beaucoup penser à un champ de recherche nouveau dans les arts plastiques, qui est la performance. Et j'écoutais il y a peu de temps une conférence de Guillaume Desange sur la performance, et il disait il fallait être là. Est-ce que cela a même existé? Peu importe. Ce qui est beau souvent, c'est qu'il y a un tas de performances des années 60-70, mais quand on lit le protocole, on se dit, mais il a vraiment fait ça? Et en fait, peu importe. Je veux dire, est-ce que Yves Klein s'est vraiment jeté de la fenêtre d'un petit pavillon de banlieue? C'est certainement pas. Ou alors, je sais pas, est-ce qu'il y avait un trampoline et des pompiers? Enfin, je suis pas allé vérifier. Mais voilà, il reste... Oui, mais voilà, mais il reste... Il reste l'image. Et d'ailleurs, je pense que ça, ce que m'a fait comprendre la conférence de Guillaume Desange, c'est que la performance, c'est une image sans objet. Et c'est pour ça que c'est différent du théâtre, que ça reste dans les arts plastiques, c'est qu'il y a une image quand même. Ça, c'est très important. D'ailleurs, ça, je l'ai compris en discutant avec ma copine, pour être tout à fait honnête. Enfin, bref. Mais... oui, donc en tout cas, voilà, je pense que pour ça, il y a des images, il y a des récits, et il y a un imaginaire. Et tout ça, on va le mettre en œuvre, parce qu'effectivement, le vers, il est plein d'imaginaires qui sont très riches, en fait. Quand on réfléchit, il y a effectivement cette ambivalence entre fragilité, mais dangerosité. Et on pense, voilà, je parlais des performances dans les années 70, Valley Export, qui se serait roulé contre des débris de verre, des photographies de Gina Pan en train de lécher du verre et qui s'y blesse. Donc il y a tout ça. Il y a aussi, souvent, le verre est aussi... il y a toute une question assez sexuelle aussi dans le vers. On repense à Duchamp, en fait, le grand vers, le vrai titre, c'est La mariée mise à nu par ses célibataires même. Il y a la petite pantoufle de verre de Cendrillon qui avait tant fasciné André Breton. Donc il y a aussi tout ça. Et puis quand on avance dans le temps, parce qu'on parle de création, dans les années 80, 70, le vers aussi, il s'impose comme le matériau de l'architecture, mais aussi le matériau de la transparence. Et donc, il va aussi de concert avec une certaine pensée libérale, néolibérale. Le verre est-il aussi transparent qu'il le prétend? Et puis, on revient à mon avis, la question la plus contemporaine et la plus actuelle dans l'imaginaire du verre, c'est son aspect ambigu. Chaud, froid, visqueux, inqualifiable, qui reste mystérieux et complexe. Et ça, je pense que quand même, ça c'est quand même une des belles leçons qu'on peut tirer quand on regarde à toute la création en art plastique, toute cette pensée qui est la pensée queer, c'est quand même de rappeler que le monde est complexe. Et ça, le verre, c'est un matériau qui le dit parce qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. C'est une définition personnelle que je vous livre, que j'aime bien des arts plastiques. C'est de dire parfois, il y a un objet, mais il n'y a pas de réponse. Et voilà.
Alors, si vous permettez, parce que moi, quand même, j'ai mon côté prosélyte, parce que je dois remplir le théâtre aussi, et que la jouissance du théâtre, c'est aussi de voir venir le public. Donc, voilà, ça sera ouvert au plus grand public, ça sera gratuit. Ça va durer, ça commence le 1er juin pour plusieurs jours. On aura aussi des scolaires qui viendront. Sachez que c'est vraiment que le théâtre est ouvert de ce point de vue-là, que ça va être une expérience inédite, mais ce qui est important, c'est c'est de recevoir le public, d'ouvrir les portes, que ce soit pas du tout intimidant et que ça soit, voilà, là encore, un plaisir de découvrir quelque chose de nouveau. Moi, ça m'apporte ce rendez-vous-là, parce que ce déplacement dans un théâtre permet aussi des tas de premières fois, des tas de publics qui vont découvrir. Et sachez aussi que derrière tout ça, il y aura des régisseurs de théâtre, il y aura les compétences du théâtre, et que l'équipe de la Criée va s'associer à ce genre d'expérience. Évidemment, ça n'est pas que des gestes d'artistes, comme toujours, et de l'intelligence des commissaires, c'est aussi l'équipe du théâtre. C'est cet équipage-là qui est important. Mais voilà, sachez que c'est ouvert, que c'est gratuit, et qu'il faut que le plus grand nombre vienne partage cela. Vraiment, ça va être un moment formidable de rencontre. C'est très important que vous apportiez cette... Voilà, et puis ça sera aussi quelque chose dans notre revue qui s'appelle Cri-Cri. Et bien sûr, les traces de cette conversation et une grande partie de cette conversation sera reproduite dans Cri-Cri, parce que nous, on croit aussi beaucoup à l'intelligence et à l'écriture et à ce qui reste aussi dans les publications. Et que des personnes de champs différents puissent se rencontrer et se frotter, moins produire des réponses qu'aiguiser des questions. Oui, j'aime beaucoup la conclusion de Stanislas sur le questionnement et sur la non-réponse, sur l'énigme qui reste en suspens. Stanislas Kolodi, on vous remercie. On vous remercie, Masha Makiev, de nous avoir accueillis. Merci Hervé Castanet. Et merci à Benoît, qui est en régie et qui fait tout le boulot. Et merci pour l'invitation à tous les deux. Merci.